on avait un toit, enfin des combles qui servaient de grenier. On habitait dessous. Cet énorme volume d'air entre la couverture et le plancher par où ça passait ben, servait d'espace tampon. Et on en souffrait moins. Donc j'entends encore des gens qui me disent bah, j'ai mis une membrane, je vais quand même pas en mettre deux. Eh bien, j'ai beau avoir mis un t-shirt ou une chemise, je mets un pull. J'ai bien deux choses. Chacun a ses fonctions. Hein. Bonjour Claude. Bonjour Geoffrey. Aujourd'hui, tu voudrais me parler d'un point. Tu voudrais nous présenter Ouais, qui me tient à cœur. quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. C'est se passe au niveau du toit, Ouais, juste en dessous des tuiles ouais. et au-dessus des combles. Enfin, Alors, du s'il y a plafond. des combles, ça va. Ouais. S'il y a des combles, ça va. Alors oui, effectivement, pourquoi je souhaite parler du toit? Un, parce que, à juste titre, les gens pensent que la chaleur part d'abord par là. Ce qui est vrai en partie. En partie seulement, mais qui est quand même pas quelque chose de faux, on dira. Hein. Et deux, parce que, contrairement à ce qui s'entend dire, c'est que ce qui compte, ça n'est pas de gérer la chaleur quand elle entre dans la maison, là je parle non plus pour l'hiver, mais pour l'été, mais de l'empêcher d'entrer dans la maison, et que le principal endroit par où la chaleur passe, c'est le toit. Et que à partir de là, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Donc c'est pour ça que le toit, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important. Alors, on va parler tout de suite pour l'hiver, comme ça, ce sera fait. Donc l'hiver, pourquoi la chaleur migre principalement par le toit? Parce que effectivement, on a donc l'air chaud monte. Pourquoi il monte? Parce que la chaleur, c'est les particules qui constituent la matière qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres, et que quand elles bougent, elles prennent plus de place que quand elles ne bougent pas. Il y a donc moins de particules dans un mètre cube, et comme il y a moins de particules dans un mètre cube, c'est plus léger, et ce qui est plus léger monte. C'est comme ça que les frères Montgolfière ont mis des ballons à air chaud en suspension dans l'air. Voilà. Donc ça, on le sait depuis belle lurette. Et donc, à partir du moment où la chaleur est piégée là-haut, effectivement, enfin, c'est pas la chaleur c'est un transfert. Mais à partir du moment où l'air chaud est piégé là-haut, et que le froid attire le chaud, et comme il fait plus froid dehors que dedans, effectivement, on a naturellement la partie la plus chaude de l'habitat qui est au sommet, et qui est directement en contact avec une partie froide. Et cette partie froide ne dispose pas de masse, d'épaisseur, de chaleur spécifique, d'un tas de choses dont on va parler pour l'été. Et il n'y a que l'isolant qui travaille. Et que donc là, il faut faire effectivement attention l'hiver à bien maîtriser les fuites de ce côté-là. Et là, on a plutôt tendance à le faire bien, en tout cas d'un point de vue législatif, puisqu'on nous impose des R qui sont une cible à atteindre, qui est la résistance thermique, et donc on nous donne des valeurs très 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 élevées. Sorties du chapeau, ça c'est autre chose, on ne sait pas d'où ces valeurs ont été prises, pourquoi, comment, etc. Bon, bref, on nous les impose. Et donc ces valeurs-là, elles sont élevées, et elles dépendent du lambda de l'isolant, c'est-à-dire sa résistance au flux de chaleur en termes de volume, et de l'épaisseur. Et donc, on a tendance à nous dire prenez des lambdas extrêmement performants et puisque c'est une combinaison de l'épaisseur et du lambda qui donne la résistance thermique. Donc, meilleur est le lambda, moins il est nécessaire d'avoir une forte épaisseur d'isolant pour atteindre le R en question. Et c'est là où on commence à déjà se positionner pour l'été. Mais donc, l'hiver, on le fait plutôt bien. Ce que l'on fait peut-être moins bien, ou en tout cas qu'on a fait longtemps pas très très bien, c'est la gestion de la vapeur d'eau dans cet isolant et l'étanchéité au vent. Puisque
on a de l'air chaud qui est là-haut, il cherche à migrer vers l'extérieur, et si on n'a pas une étanchéité au vent correcte, on va avoir de l'air chaud réputé chargé de vapeur d'eau. Là, vous avez plein d'autres vidéos dont je parle de ça. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau, qui va traverser par ce qu'on appelle des fuites parasites, hein, donc qui va traverser de l'air, qui va traverser le toit, et ça devient un gaz légèrement comprimé, qui se détend. Et quand de l'air comprimé, enfin un gaz se détend, il se refroidit en dessous de la température ambiante. Et plus un air est froid, moins il peut contenir de vapeur d'eau. Moins il peut contenir de vapeur d'eau, plus elle va se condenser. Et donc on va avoir des points de rosée, ce qu'on appelle, donc ponctuels, c'est-à-dire des petits volumes d'isolant qui vont se remplir d'eau. Et l'isolation, c'est la capacité d'isolation et de ralentissement et de diminution du transfert de chaleur d'un côté à l'autre de l'isolant, selon que c'est de l'air qui est entre les fibres ou de l'eau, c'est pas du tout la même chose. Et donc un isolant gorgé d'eau ne fonctionne pas bien. Donc un bon isolant, c'est aussi un isolant qui, s'il est d'origine fibreuse, de nature fibreuse, et qu'il emprisonne de l'air dit captif, si on permet le remplacement de l'air par de l'eau, il ne fonctionne plus. Il y a des isolants où le risque n'existe pas. Les mousses pétrochimiques, par exemple, on n'a pas ce risque-là. Hein. Donc, on a moins besoin de le gérer là, mais ça présente d'autres inconvénients. On ne va pas traiter ici de la nature des isolants, ce n'est pas l'objectif. Hein. Mais donc, pour l'hiver, revenons à la capacité isolante ciblée pour atteindre le R en question. Il faut l'atteindre. Et une fois qu'on l'a atteinte, il faut aussi se donner les moyens de physiquement faire que ce qui est sur le papier puisse se concrétiser dans la réalité, c'est-à-dire bien assurer une étanchéité au vent et bien assurer une régulation du transfert de la vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ça, on refera des vidéos là-dessus, hein, parce qu'on m'en réclame. Hein, on m'en réclame. Et donc, ça c'est la partie hiver. Meilleur est le lambda, moins on met d'épaisseur. Et là, on va maintenant passer à l'été. Qu'est-ce qui se passe l'été? L'été, c'est le contraire. C'est la chaleur qui est dehors, qu'on ne veut pas voir venir dedans. Haute température extérieure, on veut rester dans le frais. Et dans le frais, c'est quoi? Si possible, en dessous de 26, 27, 28 degrés Celsius, voire, dans beaucoup de cas, les gens aimeraient bien que déjà on ne dépasse pas 30. Hein. Et 30 déjà, c'est beaucoup. Oui. C'est au-delà de 28 qu'on est dans l'inconfort, puisque c'est la température moyenne de la surface de la peau. Donc si l'air est plus chaud que la peau, on commence à avoir des difficultés à l'évaporation de la transpiration, etc. Et surtout les parois. Et les parois, ouais. Donc oui, la température des parois. Et donc, on a effectivement cette température intérieure qu'on aimerait ne pas voir dépasser un certain niveau. Alors, il y a une théorie qui s'est faite jour de la part de fabricants qui fabriquent des isolants qui n'ont pas de capacité de... Enfin, pas, ils en ont, mais une chaleur spécifique peu importante. Un petit peu de technique. La chaleur ne peut pas être en deux endroits en même temps. L'énergie. L'énergie ne peut pas être en deux endroits en même temps. Et donc, s'il fait très chaud à l'extérieur, que je commence à faire monter la température de mes tuiles, qui va allègrement dépasser les 70 degrés en plein cagnard. Et donc 70-75 degrés, c'est vraiment facile à atteindre. Et donc, à ce moment-là, par rayonnement, on a une montée en température de l'isolant. Et cet isolant, c'est de l'énergie qu'il emmagasine. Et s'il a une chaleur spécifique très élevée, c'est le nombre de joules nécessaires pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg de matière. On va se donner une comparaison. Des isolants minéraux sont à base de roches
ou de verre. Et donc, dans les deux cas, c'est environ, pour 1 kg de matière, 850 joules pour gagner 1 Kelvin. 1 Kelvin étant l'équivalent d'un degré Celsius, c'est simplement le zéro, et pas au même endroit pour ceux qui n'auraient pas ces notions de la physique. Si on prend du végétal, c'est entre 1800 et 2000, voire 2100 joules. 850 joules pour 1 kg pour du minéral. On va se donner une valeur en passant qui est celle de la pétrochimie. Les mousses issues de la pétrochimie, c'est 1250 à 1350 joules par kilo pour 1 Kelvin. Et le végétal, c'est 1800 à 2100 joules. C'est donc 2,5 fois plus important en termes de capacité. Enfin, le végétal nécessite 2,5 fois plus d'énergie pour gagner 1 Kelvin que le minéral. Et la pétrochimie nécessite 1,5 fois plus que le minéral. Donc, dans l'ordre, le moins performant dans ce domaine-là, c'est le minéral. Après, on a la pétrochimie. Après, on a le végétal qui est au top. Et donc, pourquoi insister là-dessus? Parce que chaque kilo de matière va nécessiter une quantité d'énergie déterminée avant qu'elle puisse progresser plus loin, cette énergie. Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, tant que ce n'est pas saturé, ça n'avance pas. Et au fur et à mesure que c'est saturé, ça descend. C'est la progression de l'onde de chaleur, ce qu'on appelle. Et donc, si j'ai un isolant avec un très bon lambda, j'en mets peu épais. Donc peu épais, c'est-à-dire qu'à vitesse de transfert identique, je serai plus vite de l'autre côté. Et si en plus, il y a une densité plus faible, c'est-à-dire j'ai moins de kilos par mètre cube, je vais avoir également moins de capacité de stockage. Et donc moins d'énergie nécessaire. Et si je prends aujourd'hui, on a des laines de verre qui sont avec un lambda de 0,028 qui est excellent. Excellent. Et qui font des poids de l'ordre de 30 km3, c'est-à-dire très léger. Si on prend une laine de verre en vrac, elle a un lambda qui est un peu moins bon, mais elle est à 12 km3. C'est hyper léger. Et si je prends le végétal, j'ai plus de joules par kilo, j'ai une densité qui est 2 fois plus grande, voire 3 fois plus grande, et comme le lambda est moins bon, j'ai une épaisseur qui est plus importante. Plus de chaleur spécifique, plus d'énergie nécessaire pour avancer, plus de capacité de stockage, donc je sature moins vite, et plus épais, c'est donc plus long pour atteindre l'autre côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déphasage. Alors, je pense qu'il manque autre chose dans le déphasage, c'est que pour qu'il y ait déphasage, il faut qu'il y ait changement de phase. Très juste, Geoffrey. Merci de me le rappeler. Parce que là, ce que tu expliques, c'est qu'il faut une certaine quantité d'énergie pour progresser. Pour progresser, et ce qu'on veut, c'est que la chaleur ne rentre jamais. Voilà. Contrairement au parce que, en fait, à un moment, la chaleur va vers le froid. Oui. Et donc, elle rentre en été. Oui. Et à un moment, comme on cherche à avoir 22-28 degrés à l'intérieur, à un moment, il va faire plus froid, sauf en cas de très forte canicule. Mais dans la majorité des cas, pendant la nuit, ça s'inverse. Oui. Il fait plus froid dehors. Oui. Et même quand l'air est plus chaud dehors que dedans la nuit, on a une influence de la voûte céleste qui est un échange, on fera une vidéo aussi là-dessus, qui est un échange par rayonnement infrarouge et qui fait que même si l'air est plus chaud, la surface qui est léchée, avec laquelle il y a les échanges de rayonnement, la tuile va devenir plus froide que la température de l'air. Donc on va quand même avoir une évacuation. Alors qu'en hiver, le système, une fois que la pompe elle a commencé, il fait toujours chaud à l'intérieur. Et froid dehors. Et froid dehors, donc c'est un flux continu. C'est un flux constant. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir compris. Enfin, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre. C'est pas intuitif. C'est pas intuitif, mais c'est deux phénomènes physiques complètement différents. Oui. Et où on ne regarde pas la quantité d'énergie qui passe.
uniquement la quantité Non, d'énergie non, qui non. passe. Alors que c'est là-dessus qu'on nous focalise. On se focalise là-dessus, mais c'est qu'à un moment, en fait, c'est que l'onde, elle arrive, enfin, où l'énergie arrive et elle repart, suivant le Et cycle jour-nuit, alors qu'en ouais, hiver, ben, il y a un flux continu, toujours vers voilà. l'extérieur. Alors c'est pour ça que l'hiver, le lambda, c'est pas idiot. Ben, c'est même, voilà, c'est qu'on essaie de limiter la quantité d'énergie par mètre carré. Voilà, voilà. Alors après, il y a la diffusivité, il y a Et l'effusivité. encore On une fois. en parlera aussi parce qu'on a de quoi vous parler. Hein. C'est pas un problème. Hein. Mais là, on va s'en tenir au déphasage. Hein. Et donc, effectivement, le déphasage, il faut qu'il y ait une variation de température au moins d'un des deux côtés. Mm. Hein. Et si les deux côtés changent, il ne faudrait pas qu'ils changent en même temps. Mais l'été, on cherche la stabilité de la température à l'intérieur, le plus frais possible. Enfin, le plus frais possible, ne pas dépasser les 26-28 degrés Celsius. Et par contre, entre le jour où on a 75 degrés sur les tuiles et la nuit où on a peut-être 25, on a une amplitude terrible. Mm. Et là, effectivement, le froid attire le chaud. Donc, dès lors qu'on arrive à ne plus avoir le rayonnement solaire et où on arrive en phase de nuit, où on échange avec la voûte céleste, c'est-à-dire à partir de 22-23 heures, selon l'endroit où on se situe en France, hein, eh bien, on va avoir à ce moment-là une inversion. Et comme le froid attire le chaud, l'énergie qui est emmagasinée du côté extérieur, parce qu'on a suffisamment de chaleur spécifique, suffisamment de densité et suffisamment d'épaisseur pour que ça n'ait pas atteint En l'intérieur. fait, l'isolant, il fait comme une pile, comme C'est une batterie. C'est une batterie. Il retient. Hein. Et à ce moment-là, ben, physiquement, la chaleur va migrer vers la partie En froide. fait, on change On inverse. on inverse comme de l'électricité, comme une pile, c'est comme si on C'est changeait on d'épaule. on a mis un inverseur. Mm. Hein. Et le toit se vide de la chaleur qu'il a emmagasinée. Et le lendemain matin, quand le cagnard se remet en route, eh ben on a un toit qui est prêt à repartir pour un tour. Et c'est pour ça que, contrairement, moi aussi j'ai mis du temps. Parce que j'ai une vieille vidéo qui parle du déphasage, qui dit beaucoup de choses intéressantes et justes. Et je dis à la fin, la limite, c'est quand on a de la canicule et que l'air ne se refroidit plus. Je n'avais pas pris en compte l'échange avec la voûte céleste. Et là, on avance, on avance, on avance. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est quand même complexe. Hein. Et pour rejoindre le début de ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de la ventilation du toit, c'est qu'on voilà. on favorise en fait avec cette ventilation le déphasage, le rafraîchissement, enfin la décharge de la pile qui est supérieure dans l'isolant. Oui, alors Quel isolant? ouais, on a deux choses, effectivement. On a déjà, parce que du côté extérieur de l'isolant va probablement avoir monté vers 60-65 degrés. Et donc, si on a un fort renouvellement d'air, on a de l'air plus frais. Il n'est peut-être pas descendu à 28 degrés comme on l'aimerait. Il est encore chaud, mais malgré tout, il est nettement plus frais. Et donc, il va aussi favoriser l'évacuation. Par convection. Par convection. Et donc, on va avoir le rayonnement qui va renvoyer, parce que ça, c'est l'échange direct par rayonnement, c'est le froid attire le chaud. Donc là, ça, c'est du direct. Ça, c'est la voûte céleste qui, par renvoi du dessus des tuiles au dessous des tuiles, etc., enchaîne. Tout ça va se mettre en route. Hein. Et on a cet air. Alors, après, l'air, il a autre chose. C'est que, contrairement, là encore, c'est contre-intuitif, mais les gens pensent que l'été, l'air est sec. Et l'été, l'air est bien plus chargé de vapeur d'eau que l'hiver. Et donc ça, c'est encore contre-intuitif. Hein. Et donc, si j'ai de l'air très chaud, qui est coincé sous mon toit, parce que j'ai des prises d'air en bas, ça monte, et en haut, j'ai pas d'évacuation. Ou j'ai un filet d'air qui est trop faible. Cet air est coincé là, et là, eh ben, l'énorme chaleur il est très chaud, cet air. Plus il est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Donc ma vapeur d'eau continue à croître. Et à ce moment-là, puisque c'est le froid qui attire le chaud, ça a tendance à faire venir, à faire migrer cet air chaud
non plus à l'extérieur parce qu'il ne peut pas sortir, parce qu'on n'a pas assez ventilé, mais vers l'intérieur. Et comme je veux avoir une température, et particulièrement si j'ai une maison climatisée, Ah oui, c'est encore pire. c'est encore pire. Je ne renouvelle pas mon air dans mon toit, etc. J'ai l'impression, voilà, je suis dans le frais, tout va bien, oui. Sauf que pendant ce temps-là, je suis en train peut-être de charger mon isolant fibreux d'eau parce que je vais avoir un point de rosée inversé. Et que le point de rosée va non plus être dans le sens où il est bien géré l'hiver, mais mal géré l'été. Et à ce moment-là, eh bien, quand en intersaison, je vais avoir besoin de mon isolant, il va mettre 2, 3, 4 mois à se sécher. Et ça, on ne le prend pas assez en considération. Donc voilà pourquoi je milite à la fois pour des isolants à fort déphasage, hein, mais aussi pour renouveler l'air. Et je pense que le minimum qu'on a imposé, c'est 16 mm, je crois, de mémoire, pour l'hiver. Parce que l'hiver... 16 mm de contrelates entre... Alors, on a l'isolant, hein, qui est la couche supérieure, le pare-pluie, et entre le pare-pluie et les lithos à tuiles, les lattes à tuiles, selon où on est pour en parler, hein, donc on doit créer un filet d'air. Si on a une tuile plate, par exemple, à chaque endroit où les tuiles sont en contact avec le litho, c'est bien entre le litho et le pare-pluie que je vais pouvoir ventiler. Et là, j'ai mes chevrons qui sont dans ce sens-là, j'ai mon pare-pluie qui est dans le sens-là, je mets une contrelatte sur mes chevrons de 16 mm minimum, je mets mes lattes à tuiles, je pose mes tuiles, et donc j'aurai toujours, dans les endroits les plus étroits, minimum 16 mm. Pour l'hiver, c'est très bien. Pour l'été, il ne faudrait pas moins de 40, 50, voire 60 mm. C'est énorme ce qu'il faudrait l'été, parce que l'été, on a vraiment un piège à chaleur, on a un piège à vapeur, et ces choses-là, on ne les a pas prévues autrefois, parce qu'on n'avait pas des chaleurs excessives comme on a maintenant, parce qu'on n'avait pas fait l'étanchéification de nos toits comme on l'a fait maintenant, parce qu'on avait des conditions qui n'étaient pas celles que l'on a maintenant, et parce qu'on ne vivait pas dans les combles. Et aujourd'hui, on habite les combles. Donc on est directement sous le toit. Quand on avait un toit, des combles qui servaient de grenier, on habitait dessous. Cet énorme volume d'air entre la couverture et le plancher par où ça passait, servait d'espace tampon. Et on en souffrait moins. Et aujourd'hui, on a voulu récupérer ces volumes-là. Ok, bon, d'un point de vue logique, c'est illogique d'avoir fait ça. Mais d'un point de vue économique, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Sauf qu'on s'est mis dans des contraintes qu'on n'avait pas autrefois. Et alors, il faut à ce moment-là, non seulement avoir un énorme volume, enfin un espace important pour la migration de l'air, mais il faut, souvent on la laisse suffisamment entrer en bas. On a des prises d'air en bas des toits, etc. Ça va pas mal. Mais en haut, on n'a pas d'évacuation possible. Et donc, il faut mettre des tuiles chatières en quantité bien plus grande que ce que l'on met. Parce que si on fait le piège là-haut, ça, à nouveau, ça ne sort pas, ça va pénétrer. Et alors qu'il faut que ça sorte. Alors, bien sûr, les couvreurs diront à leurs clients, ou les clients diront aux couvreurs, dites voir, vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, parce qu'effectivement, une tuile chatière, ça vaut 5, 6, 7 fois plus cher que la tuile courante. Donc forcément, si je mets 3 chatières sur un pan de toit de 50 mètres carrés ou si j'en mets 20, c'est pas pareil. Hein. La tuile, pour se donner une idée, on atteint souvent à peu près le même chiffre avec tous les accessoires. Les tuiles chatières, donc ces tuiles qui permettent de ventiler, les tuiles faîtières, les tuiles de rive. Quand on a mis tous les accessoires, on est presque au même prix que la toiture où on a ce qu'on appelle la tuile courante. Hein. Donc, c'est bien à prendre en considération tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait que nous fassions. Et après, je disais tout à l'heure qu'on avait des fabricants qui fabriquaient des isolants qui n'avaient pas une chaleur spécifique très importante, qui avaient une densité très faible. Un bon lambda, donc peu d'épaisseur, donc ont absolument aucune des conditions minimales requises pour avoir un bon déphasage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas.
Mais là où on va peut-être avoir un déphasage de 8 heures ou 10 heures avec des isolants d'origine végétale, pour le même résultat d'isolation l'hiver, l'été, on aura peut-être un déphasage de 2 heures. Et s'il commence à faire très chaud à 11 heures ou midi, si on a un déphasage de 2 heures, à 2 heures de l'après-midi, il faut mettre les glaçons dans le pastis. Par contre, si on a un déphasage de 10 heures, jusqu'à 20 heures, on peut boire le pastis sans glaçons. Ça va. Donc voilà, des images de pastis, on va peut-être... pas trop d'alcool, hein, faites attention, c'est pas bon pour la santé. Mais néanmoins, on comprend bien ces choses-là. Et donc, ces fabricants ont tendance à nous dire, c'est pas grave que l'air se réchauffe. Bah oui, et pour cause, ils n'ont pas de capacité à empêcher la chaleur de migrer vers l'intérieur. Parce que ce qui compte, c'est que vous ayez énormément de masse dans la maison. La masse représentée par les murs, par les dalles, etc., va capter cette chaleur, parce qu'elle est plus froide. Cette masse est plus froide que l'air qui peut-être va être monté à 32, 33, 34 degrés. Et donc cette masse, elle va monter en température. Et donc elle va limiter la montée en température de l'air. Et c'est bien à cause d'un air trop chaud que vous êtes dans l'inconfort. Pas tort. Mais par contre, la nuit, quand tout s'inverse, la batterie thermique qu'ils ont chargée là, pendant la journée, elle se décharge. Surtout si la maison est bien isolée, elle ne peut même pas se décharger. En plus. Alors après, on nous dira, non mais surventiler la nuit. Alors on oublie de vous dire aussi, installer des moustiquaires. C'est pas gentil ça. Non, mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Donc, je suis désolé, mais comme dit le Dalai Lama, si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir une influence quelconque, passez une nuit dans une chambre avec un moustique. Et vous verrez à quel point le petit a un pouvoir énorme. Donc, voilà. Effectivement, quand on ouvre les fenêtres la nuit, oui, les moustiques arrivent. Alors, possiblement. Mais il y en a de plus en plus, quand même. Et il y en a de plus en plus. Et pas que des sympas. Non. Donc, petite cause, grands effets. Hein. Et donc, là, on a... vous allez la voir dans la chaîne, ou c'est déjà dans la chaîne, selon à quel moment vous regarderez cette vidéo-là. Nous avons fait l'analyse d'une maison. Elle a des murs en pierre d'une épaisseur certaine, parce que cette maison a 300-400 ans. Hein. Donc, il y a de la masse. Les clients dorment dans les combles, sous les toits, et nous ont dit, l'été, la canicule démarre, le soir même, on descend les matelas au rez-de-chaussée et on les pose sur le carrelage parce que c'est impossible de dormir dans les combles. Sachant qu'ils sont isolés. Sachant qu'ils sont isolés. Avec de la laine de verre. De verre. Voilà. Et en bonne épaisseur en plus. On a 20 cm dans les rampants et on a 20 cm sur les combles, sur le plancher. Alors, on pourrait nous dire, oui, mais c'est pas suffisant. D'accord, mais c'est quand même pas rien. Et c'est une laine de verre qui a été posée il y a environ 10-12 ans, c'est-à-dire en 2012 à peu près. Hein. Donc on ne peut pas dire que ce soit une laine de verre nulle, qu'elle se soit une laine de verre, parce qu'en plus on nous dit la laine de verre, sa durée de vie est quasi illimitée. Ok, moi j'ai vu quand même qu'elle se dégrade. Mais donc là, à 12 ans, si elle est déjà dégradée, il y a quand même un problème. Hein. Donc, et là, en tout cas, même si elle n'est pas dégradée, il y a un problème. Parce que les clients nous ont, ce matin, fait part à quel point c'était désespérant pour eux. Le sentiment d'échec d'avoir fait faire des travaux qui ne leur permettent pas de vivre dans le confort. Hein. Donc, voilà pourquoi je tenais à parler de la nécessité de faire très attention pour les toits. Et je le redis, dans les toits, on n'a rien d'autre que la tuile, c'est-à-dire très peu de masse, et on n'a rien thermiquement qui vient arrêter. Alors, dans le sud de la France, je sais, certains me diront, oui, mais il y a des toitures en béton. Ok, mais ce n'est pas la majorité des toitures en France. Hein, voilà, on le dira simplement comme ça. Et donc, pour tous les autres, eh bien, et même quand il y a de la toiture en béton, si on n'a pas une isolation, on va quand même avoir à un moment donné le béton qui va monter en température. Hein. Donc voilà. Mais
dans l'immense majorité des cas, il faut un isolant. Et cet isolant, s'il est d'origine végétale, aura un déphasage qui sera infiniment meilleur que s'il est d'origine minérale, qui sera encore meilleur que si, même s'il y a moins d'écart, mais il sera quand même encore meilleur que si c'est du minéral, de la pétrochimie. Et comme la pétrochimie, le lambda est exceptionnellement bon par rapport à toutes les autres familles d'isolants, on a, dans le cadre de l'épaisseur, en isolant d'origine végétale, on va avoir une épaisseur pour un R déterminé qui va être peut-être ça, si on se donne une image, pour du minéral ça, et pour de la pétrochimie ça. Et donc moins on a d'épaisseur, moins on a de poids, moins on a de poids et moins on a de chaleur spécifique, moins on a de déphasage et moins on a de confort dans le temps. Et juste aussi rappeler que la mise, comment dire, je trouve pas le mot, la mise en œuvre. La mise en œuvre, oui. Ouais. Juste de rappeler que la mise en œuvre est aussi extrêmement importante. C'est évident. Le meilleur des matériaux, et pas que pour l'isolation, dans toutes les situations, dans tous les cas, le meilleur des matériaux mal mis en œuvre est peut-être moins bon qu'un matériau moyen qui aura été bien mis en œuvre. Donc vraiment, respecter les règles de l'art. Et je le redis, hein, le pare-vapeur, avec la régulation du transit de la vapeur d'eau, alors après, il y aura toujours encore la bagarre pare-vapeur, frein-vapeur, etc. Un pare-vapeur avec un SD déterminé qui permette d'avoir une progression dans les capacités d'évacuation, c'est-à-dire on laisse entrer 5 fois moins de la partie chaude vers la partie froide, hiver. Hein. Donc c'est ça, un SD 5 fois supérieur du côté chaud par rapport au côté froid. Et donc, il faut absolument avoir cette membrane-là, assurer l'étanchéité à l'air à l'intérieur, assurer l'étanchéité à l'air à l'extérieur, donc le pare-pluie a aussi sa fonction. Hein. Donc j'entends encore des gens qui me disent bah, j'ai mis une membrane, je vais quand même pas en mettre deux. Eh bien, j'ai beau avoir mis un t-shirt ou une chemise, je mets un pull. J'ai bien deux choses. Chacun a ses fonctions. Hein. Et donc, c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Alors, est-ce qu'il est possible de combiner le meilleur des deux mondes? Prendre un premier isolant et de combiner deux isolants? Est-ce que ça a du sens? Prendre un isolant qui a un très bon lambda, pétrochimique. Bon, admettons, hein, j'imagine qu'on pourrait avoir ce genre de questions. Et après, un autre isolant qui a un bon déphasage. Est-ce que ça aurait du sens? Alors, sous certains aspects, oui. Maintenant, si je mets deux isolants, je vais avoir deux mises en œuvre. Est-ce que je n'ai pas économiquement, énergétiquement plus d'intérêt à n'en mettre qu'un en plus épais? Okay. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ça, moi, je milite encore, en tout cas pour un seul isolant. Hein. Et l'autre chose, c'est que si je veux mettre un isolant avec un très bon lambda, je vais aller vers la pétrochimie. La pétrochimie, oui, il y a les structures à molécules ouvertes, à molécules fermées, etc. Bon, ouais, ok. Mais il y a toujours, dans tous les cas, très peu de vapeur d'eau qui transite. Donc j'ai une perspirance qui est pas bonne. J'ai un matériau qui est issu de la pétrochimie. Donc, ok, on me dit souvent, mais en fin de vie, tu peux quand même en faire un combustible. Oui, c'est toujours du carbone qui a été piégé au carbonifère qu'on relâche maintenant. Dans les débuts de vie de ces matériaux-là, ça laisse émaner des vapeurs toxiques. Donc, ok. Pas l'idéal. Non. On peut faire autrement. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ok. Ça marche, Claude. Eh ben, merci beaucoup. Plaisir. Et merci pour ces précisions. Ok. J'espère que ça pourra aider au maximum les personnes qui te regardent. À très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles aventures.